Première partie, Éros et amour sexuel. Chapitre 3, le préjugé évolutionniste. Il est évident que la signification qu'on attribue à la sexualité dépend de la façon dont on conçoit en général la nature humaine, c'est-à-dire de l'anthropologie particulière qu'on a adoptée. Le caractère de cette anthropologie ne peut pas ne pas se refléter sur l'idée même qu'on se fait du sexe. Ainsi, la signification que peut avoir la sexualité dans l'optique d'une anthropologie qui reconnaît à l'homme la dignité d'un être non exclusivement naturel sera, par exemple, nécessairement opposée à celle que lui attribue une anthropologie qui considère l'homme comme l'une des nombreuses espèces animales et une époque à laquelle il a paru approprié, comme l'a remarqué H.L. Philippe, d'écrire sélection naturelle avec la majuscule, comme on le faisait pour le nom de Dieu. Durant la période la plus récente, et aujourd'hui encore dans les traités à prétention scientifique, la perspective de la sexologie s'est ressentie et se ressent de l'héritage du matérialisme du XIXe siècle, qui a eu pour présupposer le darwinisme et le biologisme, c'est-à-dire une image totalement déformée et mutilée de l'homme. De même que, selon ces théories, l'homme dériverait de l'animal par évolution naturelle, de même, la vie sexuelle et érotique de l'homme a été présentée comme un prolongement des instincts animaux et expliquée dans son fond ultime et positif par les finalités purement biologiques de l'espèce. Ainsi s'est affirmée dans ce domaine également la tendance moderne à réduire le supérieur à l'inférieur, à expliquer le supérieur par l'inférieur, en l'occurrence l'humain par ce qui est physiologique et animal. Pour les palais plus délicats, la psychanalyse est intervenue ensuite, prenant en compte le facteur psychologique, mais confirmant la même tendance. En effet, pour l'anthropologie psychanalytique, c'est toujours un élément prépersonnel et infrapersonnel, le monde de l'inconscient, de l'instinct, de l'ess, des archétypes archaïques renvoyant à une ancestralité primitiviste, qui constitue le fond de l'homme. Et c'est en fonction de ce fond ou arrière-plan que les psychanalystes croient pouvoir expliquer tout ce qui, chez l'homme, était précédemment considéré comme vie psychique autonome, surtout quand il s'agit d'ailleurs de l'amour et du sexe. Les présupposés sur lesquels on s'appuiera ici sont complètement différents. Notre point de départ ne sera pas la théorie moderne de l'évolution, mais la doctrine traditionnelle de l'involution. Pour être précis, il est à nos yeux plus juste de dire que le singe dérive de l'homme par involution que d'affirmer que l'homme dérive du singe par évolution. Comme pour Demestre, pour nous aussi les peuples sauvages ne sont pas des peuples primitifs, au sens de peuple originel, mais souvent des restes dégénérés, crépusculaires, nocturnes, de races plus anciennes qui ont entièrement disparu. Nous tiendrons pour vrai ce qui, au demeurant, a également été pressenti par différents chercheurs qui se sont élevés contre le dogme évolutionniste. Il faut voir dans les espèces animales les spécialisations dégénératives épuisées de possibilités comprises dans l'être humain primordial, et comme des sous-produits du véritable processus évolutif qui est centré dès le départ sur l'homme. De sorte que l'ontogénèse, l'histoire biologique de l'individu, ne répète pas du tout la phylogenèse, l'histoire évolutive présumée de l'espèce, mais traverse des possibilités éliminées, s'arrêtant à des ébauches et passant outre, subordonnant ces possibilités aux principes supérieurs, spécifiquement humains, qui peu à peu, dans le développement individuel, se définit et s'accomplit. Les différences fondamentales de méthode et d'orientation qui dérivent de ces prémices apparaissent donc clairement, y compris en rapport avec notre sujet. Nous n'envisagerons pas la sexualité humaine comme un prolongement de la sexualité animale. Nous envisagerons au contraire, et nous dirons pourquoi, la sexualité animale, en elle-même chez les bêtes, et telle qu'elle se présente aussi éventuellement chez l'homme, comme la chute et la régression d'une impulsion qui n'appartient pas à la sphère biologique. Métaphysiquement parlant, c'est ainsi que les choses nous apparaîtront lorsqu'il sera question de l'instinct de reproduction et aussi de la vie de l'espèce.
l'un et l'autre ne représentent en aucune manière le fait premier. Ce sont des dérivés.